Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la petite review, en retard bien évidemment, du chapitre 961 de One Piece. Chapitre super bon, franchement j'ai trouvé très bon, très agréable, très bien ficelé et dosé d'ailleurs. Alors on va passer en revue le chapitre et sur la fin on parlera donc de plusieurs choses qui m'ont choqué, notamment la puissance d'Oden bien sûr, ou encore la fameuse présence d'Orochi. Avant de commencer, nous allons faire une petite pause pub car j'ai l'occasion de faire le 3e placement de produit de l'année sur la chaîne. Étant donné que le dernier remonte déjà à plus de 2 mois, j'essaye de faire en sorte de les espacer assez pour ne pas que vous ayez l'impression qu'il y en ait à chaque vidéo. Je vous remercie donc pour votre compréhension, comme d'habitude, car c'est une très grande aide apportée à la chaîne et moi-même, et je sais que vous avez toujours été géniaux avec moi sur ce sujet, ce qui m'enlève une grosse dose de stress lorsque je fais un placement de produit. Donc voilà, vraiment merci encore, et sur ce, retrouvons-nous juste après. Laissez-moi vous présenter Hustle Castle, un RPG stratégique aux allures médiévales fantastiques qui vous projettera directement dans la gestion d'un château afin de mener une guerre sans merci contre de terribles ennemis. Disponible gratuitement sur Android et iOS, vous aurez le devoir de gérer vos ressources, vos bâtiments ainsi que vos habitants pour développer votre royaume et sa puissance. Votre but ultime sera de terminer la campagne en améliorant vos combattants et en leur équipant de nouveaux objets obtenus après de dures batailles contre dragons, orques, squelettes et diverses créatures magiques. Améliorer et construire de nouvelles pièces sera primordial pour évoluer, vous obtiendrez ainsi la capacité à créer des sorts magiques d'une importance capitale en combat, ou encore la possibilité de créer vos propres armes et armures. Développer les personnages avec différentes classes comme guerrier, mage ou archer rajoute un véritable intérêt à la personnalisation de ces derniers. Bien évidemment les visuels est, je trouve, vraiment génial, qui vous rappellera bien évidemment le style du célèbre dessin animé Family Guy avec des situations tout aussi cocasses. Perso, j'adore simplement admirer la vie du château, les résidents qui travaillent, les petits détails dans le décor, les marmites de sorts qui bouillonnent, le gobelin qui récolte les ressources, ou encore les seigneurs élémentaires de feu combattus par un extincteur. Téléchargez Hustle Castle maintenant par les liens dans la description, entrez votre pseudo et obtenez un bonus spécial pour les nouveaux joueurs, 250 diamants et 3500 pièces d'or. Je vous attends en jeu dans mon clan, Gojiwara. Pour ça, il vous faudra simplement être niveau 4 et créer la salle adaptée. Vous n'aurez qu'à chercher le nom du clan et le rejoindre. Nous deviendrons ainsi les rois des pires... les rois de tous les royaumes. A tout de suite en jeu et merci Hustle Castle pour avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, commençons notre analyse. Alors, nous retrouvons toujours la même histoire, Bedge sur Dressrosa, donc il se rapproche de Lola, elle semble embrasser tout le monde, vous savez elle a toujours cette manie de vouloir se marier avec n'importe quel homme qu'elle croise, donc là apparemment elle a encore fait pas mal des siennes. Alors il y a quelque chose que j'ai bien aimé quand même dans cette page de cover, c'est de voir Gotti, donc l'un des membres de l'équipage de Bedge, cacher son arme. J'ai jamais imaginé qu'en raison de la bataille qu'il y a eu sur Dressrosa, eh bien il a voulu éviter de faire revivre de mauvais souvenirs aux habitants de l'île, donc liés à la guerre, liés à la bataille, etc. Donc je sais pas si c'était réellement le désir d'Oda de faire ça, quand il a dessiné, mais en tout cas ouais, j'aime me dire que l'équipage de Bedge aurait voulu éventuellement protéger les habitants de Dressrosa. Alors concernant le chapitre, il reprend directement les événements du dernier, donc c'est la grande panique dans la capitale, El Famoso, dieu de la montagne, fout un bordel monstre après que son petit protégé a été récupéré, et en vrai l'histoire de ce sanglier elle est terrible. Déjà il se fait voler son gosse pour de la thune, donc braconnage, il se vénère, normal, et remue ciel et terre pour le récupérer, attaquant donc le peuple à l'origine de ce vol. Jusque là, pas étonnant. Et le pauvre, en plus de pas pouvoir récupérer son fils qu'on cache de ses yeux, il se retrouve coupé en deux. Ah mais mec, c'était terrible. Victime de A à Z, cette pauvre bête. Reste à savoir ce qui va devenir du petit sanglier blanc, et surtout de quelle place il aura dans la période actuelle. Mais en tout cas, le destin de son père était pas ouf. Mais en tout cas, effectivement, je suis vraiment curieux de savoir quelle place aura le petit sanglier blanc plus tard. Parce que oui, sauf s'il est tué dans les prochains scans, donc dans le flashback d'Oden, le bébé doit encore exister forcément. Ça fait un peu penser à l'histoire de Nola sur Skypiea d'ailleurs. Rappelez-vous, nous avons vu l'histoire de Norlan et Kalgara, donc datant d'il y a 400 ans sur Jaya, et les Shandia vivaient justement avec le culte du dieu Kashigami, le serpent appelé Dieu. Et après avoir été tués, ils ont découvert qu'un autre petit serpent vivait dans les ruines et qui était apparemment de la progéniture de Kashigami. Il s'agit donc de Nola qui, 400 ans plus tard, avait avalé justement le fils et les autres. L'intérieur de son estomac ressemblait d'ailleurs justement aux ruines d'un village, et ça m'a donc beaucoup fait penser à l'histoire du dieu de la montagne, donc du sanglier. Mais donc ça peut peut-être éventuellement faire un lien entre les créatures gigantesques appelées dieux. Peut-être donc que le sanglier et puis le Nola, ils ont un lien, ils ont une origine commune. Moi franchement ça m'intéresse vraiment trop, je pense sincèrement que ça cache un truc énorme. Alors j'irai peut-être pas parler d'armes antiques parce que c'est un peu trop tôt, mais ça me fait quand même vraiment penser à tout ce qui est par exemple Zunesha, donc honnêtement je pense qu'il faut pas sous-estimer l'importance de ces informations. Bon du coup pour en revenir au chapitre, Oden prend la charge du Goré pour sauver Wano Kuni, ce qui apparemment émerveille le jeune Denjiro, totalement subjugué par le personnage qu'il respecte au plus haut point contrairement aux autres adultes. Denjiro ne disait pas ça pour rien et on verra pourquoi plus tard d'ailleurs. La suite est un chouïa plus tragique, le roi de la montagne
montagne a dans sa colère gobé Tsuru, la promise de Kinemon. Alors il n'en fallait pas plus pour le mettre dans une colère noire qui lui a permis d'affronter seul le sanglier. Donc on pourra apercevoir durant sa charge qu'elle et lui entretenaient une relation vraiment particulière et qu'elle semblait être la seule vraiment présente dans sa vie. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé le voir se dresser au-dessus du culte du dieu au passage, il m'a énormément fait penser à Luffy, celui qui s'en fout de toutes les coutumes ou toutes les hiérarchies, bref peu importe, pour lui il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de maître, et j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver cet aspect là chez Kinemon justement. Bref, ces moments là étaient géniaux, super touchants, et je suis heureux de me dire que les fourreaux rouges sont sans doute tous développés individuellement et qui commencent avec Kinemon, du coup le plus important de tous au final. Mais malheureusement il n'était pas de taille face à ce sanglier colossal et se retrouva vite dépassé. Ce n'est pas sans compter sur le légendaire Oden Kuzuki qui prend les rênes en main et affronte de face le dieu en utilisant ses deux lames emblématiques, Enma et le Ameno Abakeri. Un coup a suffi à trancher le monstre en deux, libérant donc à la fois les prisonniers de son estomac. Incroyable force, qui est celle d'Oden, qui je vous le rappelle a quand même 18 ans à ce moment-là, soit l'âge de Luffy actuellement, plus ou moins. Bon, après la capitale pouvait quand même compter sur Yogoro, qui avait fait le déplacement pour s'occuper du monstre, montrant déjà à quel point il avait confiance en sa force. J'aurais bien voulu voir justement Yogoro à son apogée, au maximum de sa force, vraiment le voir combattre, ça aurait été vraiment, je pense, ça aurait été une bonne surprise. Après que le calme soit revenu, on peut voir à quel point c'est une véritable honte d'aimer Oden seulement parce qu'il ne rentre pas dans les codes de la société. Il a littéralement sauvé la ville, mais tout le monde le blâme lui comme responsable sans réellement finalement savoir pourquoi. D'ailleurs, le plus cool, c'est que lui-même en joue. Il est habitué donc... Osef, pas de surprise de son côté. Mais ouais, c'est un réel tabou de l'apprécier. En tout cas, t'inquiète pas Oden, t'as conquis le cœur de tous les lecteurs de One Piece, je pense. Pour conclure, l'envoyé du shogun Sukiyaki, son père donc, lui colporta la fameuse nouvelle du bannissement de la capitale que nous avons pu voir la semaine dernière. Alors, ça n'a pas dérangé Oden, puisqu'après tout, il a toujours été habitué à être rejeté, mais c'est aussi ce qui poussera Denjiro et Kinemon à le rejoindre. Oden a réellement été la lumière qui a guidé des personnes rejetées de tous. Il n'avait ni lien ni attache avec qui que ce soit, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à le rejoindre sans craindre la vie des autres. Après tout, Kinemon et Denjiro avaient déjà une mauvaise réputation, donc finalement ils avaient juste besoin d'un mentor, de quelqu'un à suivre. Denjiro expliquait que c'était le seul adulte qu'il estimait, sous-entendant donc qu'il était seul et livré à lui-même. Et Kinemon lui-même déclare que quoi qu'il en soit, personne ne le pleurera le jour de sa mort. Bref, Oden a représenté cette véritable figure paternelle malgré son jeune âge pour ses brebis égarées. J'ai vraiment hâte de voir comment il a récupéré donc tous les autres fourreaux rouges. Mais en tout cas, sa maturité m'interroge beaucoup quand même, à croire que c'est un vieux finalement dans un corps de jeune. Alors le récent banni se dirige donc vers Akuma, une autre région de Wano Kuni où se retrouve le regretté daimyo Yasui. Et qui découvrons-nous en tant que lavette ambulante et sans honneur, Kurozomi Orochi. Aïe aïe aïe, encore tout jeune. Cet événement doit donc se dérouler quelques jours avant le premier flashback qu'on avait eu au chapitre 942, vu qu'Oden officiait chez Yasui depuis quelques temps. Bref, ce chapitre était d'ailleurs important puisqu'il dévoilait les faiblesses d'Orochi et toute sa couardise que j'avais déjà noté à l'époque. Ah là là, il faut qu'on en parle impérativement. Bref, comme je le disais en début de vidéo, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce chapitre, c'est la force d'Oden. Et oui, on savait qu'il était surpuissant vu que tout ce qu'il faisait en étant gamin, mais là, dites-vous qu'il possédait le Enma à cet âge. C'est-à-dire qu'il avait déjà un parfait contrôle du haki de l'armement, puisque cette arme est connue pour l'utiliser aux dépens de l'utilisateur comme avec Zoro. Il est donc réellement impressionnant, encore plus que ce que je pensais. Ce genre de personnages comme Big Mom qui sont très puissants depuis leur plus jeune âge me fascine. Je me dis que c'est eux qui ont tout le potentiel de régner sur le monde. Comparons Luffy à 17 ans, il ne maîtrisait pas une once de haki de l'armement, contrairement à Oden. Il n'avait pas un tiers de sa puissance, pourtant il avait passé sa vie à s'entraîner. Il faut savoir d'ailleurs que l'histoire d'Oden ressemble beaucoup au légendaire bandit Ishikawa Goemon. Sans vous raconter sa vie en détail, je vais vous raconter sa mort qui était tout autant marquante que celle d'Oden, puisqu'il a été plongé dans une marmite d'huile bouillante avec son fils pour avoir tenté d'assassiner le shogun Toyotomi Hideyoshi. Alors, est-ce qu'on n'y retrouverait pas un peu l'histoire d'Oden au final ? Peut-être qu'Orochi a pu capturer Momonosuke à une certaine époque, et pour le sauver du bain d'huile bouillant, Oden s'est sacrifié en le tenant en l'air comme le véritable Goemon, par exemple. En tout cas, pour son pays et sa famille, Oden aurait pu vaincre n'importe qui et n'importe quoi, ça se voit. Surtout qu'il avait dû déjà énormément gagner en puissance en rentrant à Wano Kuni après son voyage avec Roger et Barbe Blanche, donc franchement impossible que sa mort soit si simple. Il a même sans doute pu affronter Kaido, donc je vois pas comment il a pu mourir si facilement. Honnêtement, je le compare vraiment au Yonko en termes de puissance. Depuis sa plus tendre enfance, il avait que déjà des faits d'armes de ouf, et vraiment il m'a vraiment fait penser à Big Mom quand il était plus jeune. Donc oui, clairement, sans compter Koda a sans doute repris en exemple le légendaire samouraï Miyamoto Musashi et son style de combat de sabre pour conceptualiser Oden. Et bah oui, ce dernier a l'air d'utiliser le style Nitoryu par prédilection au combat, au point qu'il a nommé en son nom. C'est peut-être l'un des plus grands utilisateurs de cette voie du sabre et ça explique pourquoi Orochi l'aurait copié. Ouais, si je dis ça, c'est à cause des gamins de l'école qui utilisaient le style à deux sabres d'Orochi, et vu qu'on l'a seulement vu utiliser un seul sabre, et en plus l'utiliser très mal, ça m'étonnerait pas qu'en réalité il ait juste approprié le style d'Oden sans savoir l'utiliser. Pour rebondir sur ça et Orochi, au final ça correspond bien à ce que je disais de lui dans le chapitre 942, c'était un raté qui vivait dans l'ombre des autres grands noms de Wano Kuni.
Donc c'est tout sauf un samouraï. Je pense que ce type vivait dans la honte et on va apprendre son passé. Je pense à Orochi qui devait être un tant soit peu triste. Il devait pas avoir les compétences de samouraï d'autres et sur Wano Kuni ça devait être, je pense, une sorte de honte sur lui. Et donc il a dû vivre dans l'ombre de grands samouraïs style Oden et tout. C'est peut-être pour ça qu'il les a détestés. Je suis donc absolument pas étonné de le voir dans cet état vu que ça correspond parfaitement à ce à quoi je pensais. Je disais aussi qu'il allait avoir un passé assez triste et dramatique et je pense qu'on n'y manquera pas non plus. Maintenant, il faudrait savoir comment il en est devenu à être shogun. Il a sans doute dû avoir cette opportunité après l'apparition de Kaido et a sauté dessus sans réfléchir une seule seconde. Mais au final, tout ça m'a encore plus attristé du sort de Yasui. C'est lui qui a recueilli Orochi pour finalement se faire exécuter par ce dernier à la fin. Que finalement, ça amplifie toute la tragédie autour de lui. J'ai vraiment très hâte de voir l'évolution d'Orochi à travers les prochains chapitres pour mieux comprendre sa psychologie, qui sera d'ailleurs primordiale pour la suite de Wano Kuni. Voilà les bros. Je pense avoir fait le tour globalement et assez rapidement du chapitre. C'était vraiment, comme je vous l'ai dit, un chapitre colossal je trouve. Et j'ai vraiment très hâte de voir les prochains pour voir à quel point ils seront tout autant révélateurs dans l'histoire. Je vous le dis, on n'est pas prêt pour ce qui arrive. Je pense vraiment que ça va être de la trempe justement des chapitres avec la rêverie, avec les rocks. Vraiment, je le sens très bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les bros. Passez un bon week-end et portez-vous bien. Peace.